Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fabien Minguin, bonjour. Bonjour. Député bruxellois des Filles, aussi membre du conseil communal de la ville de Bruxelles. D'abord, question d'extrême actualité, ça s'est passé hier soir tard. Donald Trump a dit non à l'accord de Paris sur le climat. Alors, on s'y attendait, mais on ne s'habitue toujours pas à ce que Donald Trump tienne compte de ce qu'il a dit et de ce qu'il a promis en campagne. Ça vous a surpris, vous ? Surpris, non, mais ça reste un regret. Je crois que M. Trump a beau vouloir retirer les États-Unis de l'accord de Paris, il ne peut pas retirer les États-Unis de la planète. On a une planète sur laquelle on vit et je crois qu'on a tous intérêt à assurer la viabilité de cette planète. On voit les effets du réchauffement climatique, il y a quelque chose là qui est indéniable. Et donc c'est vrai qu'on ne peut que continuer à regretter. Je crois qu'il y a eu un mouvement en Europe qui avait une certaine angoisse par rapport à la potentielle élection de Trump. Aujourd'hui, cette angoisse est malheureusement réelle et on voit qu'effectivement, les décisions qu'il prend vont dans les intérêts contraires, pas seulement de l'Europe, mais d'une bonne partie de la géopolitique mondiale. Alors, on voit la presse est assez dure. Je vais prendre quelques exemples. Dans Le Soir, par exemple, le titre, c'est « Donald Trump ». L'ennemi de la planète. Dans le Standard, c'est les USA laissent tomber l'accord climat. Et Libération, c'est un goodbye américain avec du pétrole qui dégouline. Donc vraiment, tout le monde a l'air d'accord sur ce bashing de Trump, en fait, maintenant. Mais c'est surtout qu'on a, et on sait à quel point il est déjà difficile, et il ne faut pas se le cacher, l'accord de Paris était quelque chose d'extrêmement positif, mais n'était déjà pas la solution miracle non plus. Et donc, c'est vrai qu'on sait à quel point il est difficile à un moment de créer un consensus international sur ces questions, surtout avec les grandes puissances. Et donc, c'est vrai que quand une grande puissance, qui doit être un des moteurs, croire qu'à nous seuls, nous allons pouvoir changer les questions écologiques mondiales, c'est faux. C'est un travail qu'on doit faire tous ensemble. Mais donc, c'est vrai qu'on ne peut que regretter et on peut comprendre aussi l'exaspération de voir une grande puissance se retirer. Alors, revenons à Bruxelles. Alors, on en parle beaucoup depuis pas mal de jours. C'est le SAMU social. Je voudrais d'abord vous faire réagir à ce que disait il y a une semaine sur ce plateau Alain Marron, qui comparait Pascale Perreita, la patronne du SAMU social, à Stéphane Moreau. Écoutez-la. Poser la question de savoir si Madame Perreita se prend pour la Stéphane Moreau du social bruxellois. Est-ce que c'est vraiment ça? Parce qu'en fait, on est un peu dans les mêmes mécanismes. C'est un organisme privé, mais en fait public, avec des administrateurs rémunérés, et on ne sait pas très bien rémunérés à quoi faire, et la structure ne veut donner aucune information. Alors, Fabien Minguin, est-ce que c'est une ASBL privée, comme dit SAMU Social, ou bien c'est du public? Mais je crois qu'à partir du moment où on gère de l'argent public, et ce qui est le cas du SAMU Social, il y a des règles de gouvernance et de transparence, des exigences de transparence qui ne sont pas celles des structures privées. Et donc, moi, ce que je regrette d'abord principalement, c'est que le malaise qu'il y a aujourd'hui autour du SAMU social vient masquer l'action d'abord des centaines de personnes qui quotidiennement s'investissent sur ces questions de sans-abrisme. Et je crois qu'il faut continuer à féliciter tous ceux qui, à travers le SAMU social, travaillent à ces questions de sans-abrisme. C'est la première chose. Et la deuxième chose, effectivement, après ça, il y a ce malaise sur la gestion du SAMU social. Et là, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je crois que d'abord, effectivement, il y a une transparence légitime. J'entends Mme Perreita dire nous on travaille, mais alors qu'elle le fasse de manière transparente, qu'elle vienne montrer ce travail, justement pour mettre en valeur le travail de ces gens qui sont sur le terrain, pour montrer l'ampleur de l'enjeu et du défi que représente la question du sans-abrisme en région bruxelloise. Et donc, oui, il y a des questions de transparence qui sont liées au fait que le SAMU social est le réceptacle de millions d'euros d'argent public. Mais donc, il y a de toute façon un contrôle de cet argent public. Alors, il existe ce contrôle. Tout à fait. Et ce gouvernement a, par exemple, été le premier à passer, dans le cas du blanc et vert, avec le SAMU social, mettre en place un contrat de gestion, mettre en place des commissaires du gouvernement pour justement vérifier. Et donc, il y a effectivement un contrôle sur une partie de l'argent public, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir plus de transparence. Je crois véritablement que, comme je le dis, ce qui est malheureux ici, ce qui est dérangeant, c'est que ces suspicions viennent nuire à l'image du SAMU et du travail qui est réalisé. Je crois que les dirigeants aujourd'hui du SAMU social s'honoreraient à faire la transparence sur la gestion
de la SBL sur le travail qui est réalisé pour justement éviter ce climat de suspicion et pour mettre simplement les choses à plat de manière publique et transparente. Alors dans une interview, Pascale Perretta est le président de la SBL et maintenant dans un communiqué qu'elle a envoyé ce matin, elle donne quand même pas mal de détails. Elle dit voilà, les fameux jetons de présence, les 60 000 € annuels aux jetons de présence, eh bien c'est pour les membres du bureau, il y a 10 réunions du bureau par mois et donc elle explique par le détail. Donc il y a une certaine transparence, mais est-ce que vous croyez à ces explications ? Mais de nouveau, on n'a pas les éléments concrets qui nous permettent de juger. Et après ça, sur la question des rémunérations, on va être très concret. Moi, j'ai entendu l'explication de Mme Perretta de dire ce sont les dons privés qui financent les rémunérations. On peut déjà se poser la question de savoir si c'est la volonté des donateurs de financer des jetons de présence. La deuxième, après ça, il y a une question d'éthique aussi dans ce débat. Est-ce que, bon, pas de problème, est-ce que tout travail mérite salaire, mais est-ce que quand on atteint le plafond des rémunérations d'un mandataire public, on doit encore, est-il éthique d'aller encore chercher une rémunération complémentaire ? Et donc, il y a là Pascale Perretta n'est pas concernée par ces plafonds. Alors, elle l'est parce qu'il y a eu une modification de la nouvelle loi communale qui fait que même les conseillers communaux sont aujourd'hui soumis aux règles de transparence et vont à un moment être atteints par le plafond. Et donc, il y a, comme je dis, au-delà de la règle, il y a un débat éthique qui se pose. Quand on atteint le plafond des rémunérations publiques, est-ce qu'on a encore besoin, est-ce qu'il est encore nécessaire d'aller chercher des rémunérations complémentaires ? Et c'est vrai que nous voulons aussi, à défi, et dans le cadre de l'ordonnance et de la modification de l'ordonnance de 2006 sur la gouvernance en région bruxelloise, justement régler ce genre de questions. En disant que quand une ASBL publique reçoit plus de 50% de subsides, ce qui est le cas, une ASBL publique ou privée, quand une structure reçoit plus de 50% de ses montants en subsides, il faut qu'elle tombe sous le coup de la question de la règle des 150%. Je crois que c'est simplement, comme je dis, un débat éthique, mais aussi un débat de règles qui honore à un moment le politique et qui permet de mettre enfin fin à ces climats de suspicion et ces malaises. Alors, interpellation cet après-midi au Parlement bruxellois. Rudy Vervoort répondra au nom de la région. Et mardi, il y a un conseil communal à la ville de Bruxelles. Donc, je suppose que vous allez en reparler aussi avec le bourgmestre qui était dans ce bureau du SAMU social et Pascale Perretta, qui est la patronne du CPS de la ville. Donc, là aussi, vous allez demander la transparence ? Mais oui, de nouveau, je crois, je le dis véritablement, c'est simplement, à un moment, mettre fin à un malaise, à des suspicions qui viennent ternir le travail qui est effectué. Et c'est logique que quand il y ait de l'argent public, il y ait des règles de gouvernance et de transparence, qu'il y ait des exigences de transparence. Ça n'est pas, à mon sens, faire une entorse au bon fonctionnement du SAMU social ou de sa gestion que demander une transparence par rapport à la gestion de cette ASBL qui remplit une mission d'intérêt général extrêmement importante en région bruxelloise. On connaît l'importance de la question du sans-abrisme et la réponse politique, parfois insuffisante, et qu'il faut pouvoir y apporter. Et ça m'amène à discuter avec vous d'une autre question sur parfois le rôle de la ville, qui est très important, parfois plus important que le rôle de la région. Et le SAMU social est un parfait exemple, puisqu'à un moment donné, il a fallu s'occuper des sans-abri et aucun CPS des autres communes ne voulait le faire, la région ne pouvait pas le faire à l'époque, et donc c'est le CPS de la ville de Bruxelles qui s'en est occupé. Alors aujourd'hui, on a l'impression que la ville de Bruxelles est un acteur énorme dans la région, parfois plus important que la région, et qu'on voit plus, parfois, Yvan Mayer que Rudy Vervoort. Mais je crois qu'il y a une plus-value d'avoir la ville de Bruxelles en région bruxelloise, en Belgique et en Europe. On est effectivement capitale, on a ce moteur-là, on a cet avantage-là d'avoir effectivement cette masse critique, ces leviers d'action qui permettent parfois, c'est vrai, de trouver des solutions à la ville qu'on n'arrive pas à trouver aux échelons supérieurs. Et donc, moi, je crois que c'est quelque chose dont on doit se réjouir plutôt. Il y a une plus-value ville ça veut de dire Bruxelles. Que la région n'est pas bien gérée? Non, c'est trop lourd. Ça n'est pas du tout ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment, plutôt que d'essayer d'opposer les deux niveaux de pouvoir, il faut renforcer la collaboration, il faut qu'effectivement on puisse travailler ensemble à la réalisation des projets. Je le dis, il y a une plus-value avec la ville, il y a une plus-value à la région, les deux ensemble, et les deux ensemble doivent même travailler ensemble. On ne peut pas faire autrement. Parce que les enjeux régionaux et les enjeux villes sont interconnectés. On ne peut pas parler du piétonnier qu'à la ville de Bruxelles. Ça a un impact régional. On ne peut pas parler d'économie à la région sans un moment se tourner vers la ville de Bruxelles. On ne peut pas. Et donc, je crois véritablement qu'il y a là une coopération, une coordination qui doit être mise en place et qu'il faut essayer d'opposer les deux modèles. Après, sur les considérations d'espace médiatique des uns et des autres, c'est accessoire. Mais est-ce que ça ne fonctionnerait pas mieux s'il y avait les mêmes majorités à la ville et à la région? Parce qu'on a l'impression que les problématiques sont aussi exacerbées par des majorités différentes. Mais
moi, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà au moins un parti qui est des deux côtés. Donc, je ne crois pas que la question soit là. Je crois que la question, c'est à un moment, comment est-ce qu'on fait en sorte, d'abord de ne pas créer une espèce de jalousie vis-à-vis de Bruxelles qui n'a pas lieu d'être, et à un moment, une vraie collaboration. Je crois que les deux peuvent bien fonctionner, que ce n'est pas un problème de majorité, c'est un problème de coopération entre niveaux de pouvoir. Je crois qu'il y a là une plus-value à aller chercher. Alors, vous parliez du piétonnier, qui est un bon cas, effectivement, de problématique entre région, ville, et en plus, on rajoute le fédéral avec Belliris. Où en est-on? On manifestait hier soir. Mais oui, mais typiquement, effectivement, il y a là, dans le piétonnier, on voit encore ce débat sur le plan de mobilité, de circulation. Et donc, c'est vrai que sur ce projet, il y a une colère légitime qui s'est installée et il y a une incapacité à la ville à mener un débat concerté avec tout le monde sur les questions de mobilité. On l'a vu au moment, par exemple, du débat récent sur le permis d'urbanisme, énormément de récriminations venaient sur la question de la mobilité et sur l'accessibilité. Et donc là, je crois qu'il est plus que temps d'enfin arriver à mettre en place cet espace de débat, de réflexion commun, habitants, commerçants, utilisateurs du centre-ville. Parce que, évidemment, pour que ce centre-ville vive, il faut effectivement qu'il puisse vivre pour l'intérêt de ses habitants, mais également pour ceux qui viennent dans le centre-ville. Il faut faire venir les gens dans le centre-ville pour profiter de ce centre-ville et de ce piétonnier. Et donc, il y a là un débat qu'on doit être capable de mener, et il y a là aussi une coordination importante. On ne peut pas gérer les questions de mobilité autour du piétonnier, comme ça le fait actuellement, du simple fait de la majorité et du partenaire libéral qui gère la question, sans tenir compte des aspects régionaux, sans tenir compte des aspects de transport en commun. Et donc, il est temps véritablement de réussir enfin ce travail commun qui est dans l'intérêt, je le dis, des habitants, des commerçants et de ceux qui font vivre le centre-ville. Merci Fabien Minguin. Demain, dans Les Experts, je recevrai Marc Tarabella et Gauthier Calonne. D'ici là, bonne journée et bonne soirée.